Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce que moi j'ai pas le retour. Euh, oui, donc aujourd'hui je vais vous présenter Better, Stronger, Faster. Comment finalement atteindre une meilleure qualité logicielle. Alors aussi bien sur le microcontrôleur que sur CPU, mais finalement en général, donc quel que soit le matériel. Euh, donc Bon, il y a différentes parties, on va voir ça tranquillement. Tout d'abord, bon, évolution logicielle. Bon, on va pas refaire l'histoire de l'évolution logicielle. Je vais juste prendre un exemple. Et puis, l'idée, c'est simplement, on peut pas rester statique. C'est vrai pour le logiciel, c'est vrai pour la société. Tout bouge, tout évolue. Bon, j'ai mis quelques petites citations aussi, histoire de un peu illustrer cela. Bon, avec quelques personnes connues, telles que Jeff Bezos, mais peut-être aussi Francis Blanche, qui est peut-être un peu plus connu chez nous pour les plus anciens, ce qu'il disait, c'est que mieux vaut penser les changements que changer les pansements. Et je pense que effectivement, c'est vrai, on le voit même dans nos métiers, c'est que à ne vouloir pas bouger, à vouloir rester statique finalement, quand on a besoin de changer, qu'il faut tout chambouler, tout refaire, revoir les infrastructures, les logiciels, etc. La douleur, elle est financière, elle est en termes de temps, etc. Et voilà, ça peut être un peu compliqué. Et c'est peut-être aussi pour ça que souvent, dans les entreprises, on a tendance des fois à repousser un peu tout ça. Voilà. Donc là, j'ai juste pris l'exemple, par exemple, des cycles de développement. Vous allez me dire, oui, les cycles de développement, on sait, ça existe depuis les années 70, 80, 90. Mais là, ce que je vais représenter, c'est simplement des choses que vous connaissez sûrement, mais au niveau des tendances. Donc les cycles de développement ont été pensés longtemps, il y a longtemps en avant. Mais par exemple, si on prend le modèle en cascade qui est peut-être utilisé encore aujourd'hui sur des projets qui sont très, comment dire, dans la durée où finalement tout est bien prévu dès le début et finalement après on a juste à faire le process. Donc c'est quelque chose qui est très statique, si je puis dire, entre le moment où on définit les exigences jusqu'au moment où on réalise le projet. Il n'y a pas trop de changements en cours de projet finalement. Donc ce qu'on voit, c'est des choses, voilà, on planifie sur le long terme, etc. Et c'est pas très véloce, pas très flexible. Après, dans les années 80, on a mis plus en place le modèle en V, qui est finalement un modèle en cascade, redressé un peu, où pour chaque zone de conception, finalement, chaque phase de conception, on va mettre en regard un test, une validation qui correspond en fait pour dire que, voilà, effectivement, je suis descendu dans mon cycle et en regard, je vais tester chaque élément. D'accord. Donc au niveau implémentation, au niveau test unitaire, et après on va remonter jusqu'au test du système complet. Voilà. Mais finalement c'est un modèle en cascade. Donc moi personnellement j'ai souvent travaillé avec du cycle en V, mais qui était dans un cycle tel que celui-ci, incrémental, en itération pardon, ou incrémental. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on fait des petits cycles où on va retrouver les mêmes phases de conception, design, développement, etc. Et puis, sauf qu'on va régulièrement déployer et refaire les nouveaux plans pour le prochain cycle. Le modèle incrémental, c'est un petit peu la même chose, mais voilà, on a encore une petite chaîne de développement, et puis à chaque fois on va fournir un premier incrément, avoir le retour client par exemple, et faire un deuxième incrément, troisième incrément, etc. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, on se dirige vers tout ce qui est, je pense que vous le savez déjà, tout ce qui est agile. Donc il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont déjà passées en mode agile, où finalement l'idée c'est de pouvoir avoir un retour au plus tôt et notamment avoir une interaction avec le client pendant tout le développement finalement. Et donc ça permet de faire des livraisons plus rapidement et d'avoir des retours clients plus rapidement et de s'adapter pour le coup d'après, si je puis dire. Et puis très souvent on va mettre en place du DevOps. Donc au niveau DevOps, ce qu'on veut faire finalement, c'est automatiser un maximum de choses pour que en continu, donc là c'est pour ça qu'on a cette boucle infinie, où on va planifier, on va coder, builder, tester, etc. Et l'idée c'est que ce soit fait en continu. Ce qui fait que le système, la pipeline va pouvoir travailler pendant que vous êtes chez vous en train de faire autre chose et vous rentrez le lendemain matin, notamment où vos équipes à l'autre bout de la planète vont avoir des résultats et vont pouvoir déjà réagir sur ce qui se passe. Donc voilà, c'est une sorte d'amélioration continue quelque part. Mais derrière, ce qu'on voit, c'est que ces différents cycles, ils ont, on a les mêmes jalons plus ou moins à l'intérieur, mais
on a une dynamique complètement différente avec la possibilité ou pas d'évoluer en cours de projet. Et derrière, ça a des impacts aussi sur les méthodes, sur les outils, sur ce qu'on met en place en fait, et même sur les infrastructures dans votre entreprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est bien beau de ne pas vouloir changer, mais au bout d'un moment, ça peut coûter très cher quand on a tout à remettre en question. Donc voilà, bon là c'est juste les tendances encore une fois, hein, c'est pas quand est-ce que ces modèles ont été créés. Voilà. Alors, parmi les tendances, alors il y en a plein d'autres, hein, mais bon, parmi les tendances, ce qu'on va retrouver, c'est que les cycles de développement s'accélèrent. C'est pour ça qu'on passe par exemple, de waterfall, enfin de modèle en cascade vers du DevOps aujourd'hui. Et donc, tout le processus de développement doit s'adapter. Ensuite, on va avoir aussi un besoin, les utilisateurs ont besoin d'expérience numérique à peu près dans tous les domaines, de plus en plus recherchés, de la personnalisation, etc. Donc on a besoin aussi de fournir des interactions de plus en plus intuitives aux utilisateurs finaux. De plus, ce qu'on s'aperçoit, et enfin peut-être que c'est des choses que vous avez vues, je ne sais pas quel poste vous avez vous dans vos entreprises, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est de plus en plus compliqué de trouver des experts par rapport aux technologies qu'on veut adresser dans nos projets. Alors, moi j'ai très souvent par exemple entendu sur du C++, on a du mal à recruter un développeur C++, par exemple. Donc il y a une carence en experts par rapport à la demande finalement. Et puis ça aussi, ça va impacter finalement la façon dont on va développer et les processus qu'on va mettre en place finalement, ou les outils qu'on va utiliser. On va peut-être avoir des outils qui vont essayer de nous aider de plus en plus. Alors vous allez me dire, oui aujourd'hui on va mettre de l'IA partout. C'est peut-être pas toujours une bonne idée, mais bon ça c'est une autre histoire. Parce que c'est peut-être bien d'avoir quelque chose qui vous aide, mais pas quelque chose qui fait semblant de faire votre boulot. Ça c'est un autre débat et on n'est pas là ici pour cela. Alors au niveau de votre challenge, là j'ai essayé juste de pictographier un peu les différents challenges que vous pouvez retrouver. Encore une fois, je ne vais pas être exhaustif, j'en ai un certain nombre. Et puis après on va essayer... encore une fois, on ne va pas être exhaustif, on n'a pas le temps, on n'a pas 2 semaines, mais on va essayer finalement de répondre à quelques-uns de ces challenges et voir comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc encore une fois, une petite citation de quelqu'un un petit peu connu, de Monsieur Patton, enfin Général Patton, qui disait faut accepter les challenges finalement afin de pouvoir finalement savourer la victoire. Voilà. On a ce qu'on appelle par exemple dans les challenges, ce qu'on appelle le triangle de fer, Iron Triangle, désolé pour mon super accent. Et en fait ce qu'on se rend compte c'est que sur ce triangle là, on va essayer pour quand on fait faire notre développement, de maîtriser les coûts, mais de maîtriser le scope et de maîtriser les délais. Donc en fait ce qu'on voit c'est qu'on a des objectifs. Alors par rapport à cela finalement on va essayer de conserver une bonne qualité, mais on est tiraillé entre ces 3 sommets, si je puis dire. Hein. Et en fait, ce sont des objectifs finalement qui sont contradictoires. Parce que si mes délais se raccourcissent, mais que je veux atteindre le même scope, hein, donc les mêmes features, la même qualité, la même feature, peut-être qu'il va falloir que j'augmente mes coûts. Donc peut-être plus de développeurs, peut-être des process, des outils différents, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est bien sûr des objectifs contradictoires, et interdépendants. Donc il faut un petit peu jongler entre tout cela. Et puis ça a un impact sur les délais de livraison, ou sur le marché. La satisfaction du client, bien sûr, parce que si on a une qualité qui n'est pas bonne ou si on ne donne pas les features, les fonctionnalités qui sont attendues, en général le client n'est pas trop satisfait. Hein. Donc voilà. Après, si on s'appuie par exemple sur la partie délai, donc contrainte de temps, ou consommation du temps, alors il y a pas mal de textes, mais on va avoir des contraintes de temps à différents niveaux. Hein. Donc ça peut être au niveau projet, tel que la date de livraison, les différents jalons qu'on a dans notre projet par rapport au process qu'on a en place, ou la pression du time to market. Excusez-moi. On va avoir aussi un impact qui va être lié finalement au process de développement qu'on a nous-mêmes choisi. Hein. Donc ça peut être justement les délais en termes de sprint, les cycles de livraison, les délais les temps qu'on a affectés pour les différentes tâches par exemple. Hein. Ça peut être aussi donc des délais de temps mais qui sont liés aux ressources, à qui est disponible, à quel moment, aussi en fonction des fuseaux horaires, si vous avez des équipes sur plusieurs continents, si vous faites du multitâche, moi personnellement j'ai du mal quand je passe d'une tâche à l'autre à switcher directement. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Exactement quand vous avez un OS qui va changer de contexte pour changer de tâche, c'est la même chose, il y a un overhead.
Euh, et puis des problématiques techniques, pendant le temps de compilation, quand je compile, ça met 2 heures. Bon, peut-être que si je fais ça la nuit et que j'ai ma pipeline, par exemple en DevOps, ça peut peut-être aider. Pourquoi pas. J'en dis déjà trop, je vous spoil. Et puis ça peut être aussi des délais externes, liés à de la réglementation ou autre. Bon, ça je l'ai pas indiqué. Et puis c'est vrai que alors c'est pas vrai pour tous les domaines, pour tout, mais dans pas mal de domaines, la tendance c'est que le cycle de vie d'un produit va se réduire parce qu'on essaie de faire de l'innovation, des nouvelles features, et puis peut-être des nouveaux produits, etc. Donc c'est vrai que souvent, ça aussi ça impacte en fait ces contraintes de temps en fait au final. D'accord. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si on parle un petit peu argent, encore une fois, on va pas faire tout ce qui est coût, mais par exemple sur les coûts des défauts. Il y a une étude qui a été faite et refaite et refaite parce qu'il y a plusieurs versions. Mais là, par exemple, j'ai celle de 96 sur Apply Software Measurement par Capers-Jones, où en fait, ce qu'on voit, c'est que on va avoir des bugs qui rentrent qui sont insérés quelque part dans notre projet à différents moments, puis on va les détecter aussi à d'autres moments. Et donc là, ce qu'on voit en bas du graphique ici, c'est que on a différentes phases de développement. Encore une fois, coding, unit test, function test, system test et after release, donc la maintenance. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des bugs, ils ne sont pas introduits quand on teste. Bon, il y en a, mais principalement quand on va faire le coding. Et donc on a à peu près une estimation de 85% des bugs d'un projet sont principalement introduits à ce niveau-là. Et pour ce faire, pas pour ce faire, pardon, mais lorsque l'on va détecter les bugs, généralement, si on ne fait pas de test au moment où on est en train de coder, on ne va pas en détecter beaucoup, on va plutôt les introduire justement. Et plus on va avancer en fait dans notre cycle, plus on va mettre en place des tests qui vont nous permettre finalement de détecter ces problématiques. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut une fois qu'on les a détectées? Il faut les corriger. Le seul problème, c'est que si vous, par exemple, vous avez un bug que vous détectez quand vous êtes en train de l'implémenter, hop, j'ai une petite ligne de code à changer, une petite documentation à remettre à jour, qui prend des fois plus de temps que la ligne de code, mais ça c'est notre histoire, et ça va vous coûter 25 dollars ici, pardon. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si le même bug, on le détecte déjà en niveau des tests unitaires, il nous a déjà coûté 4 fois plus cher. Et bien sûr, comme vous le voyez ici, à chaque fois qu'on change de phase, ça nous coûte de plus en plus cher, jusqu'à ici, after release, par exemple. J'ai envoyé sur le marché chez mes clients des voitures qui accélèrent toutes seules, qui oublient de s'arrêter, ou c'est peut-être déjà arrivé ça quelque part, et on a besoin de faire un rappel de parc. Ça va coûter vachement plus cher. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rapport de 640 fois plus cher. Donc peut-être que c'est une bonne idée de trouver un moyen pour détecter nos bugs de plus en plus tôt. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Encore une fois, ça, ce sont les challenges. Donc forcément, plus vous détectez un bug tard, plus il vous coûtera cher. Ensuite, si on parle de complexité, alors qu'est-ce qu'on entend par ici? Alors déjà, si on prend la courbe verte ici, c'est une courbe qui représente les fonctionnalités dans votre système. Alors, il y a beaucoup de produits, notamment pour des demandes utilisateurs, qui ont de plus en plus de complexité intrinsèque parce qu'on a besoin de plus de features, on a besoin de plus de vérification, on a besoin de sécurité, de safety, enfin tout un ensemble de choses. Donc on va avoir des architectures logicielles et hardware qui vont être de plus en plus complexes, déjà d'elles-mêmes. Le seul problème, c'est que aussi lorsqu'on développe, on a un cycle de développement, on est humain aussi quand on développe normalement, enfin jusqu'à maintenant. Et puis moi par exemple, quand je faisais du développement, ça m'arrivait, j'étais un peu feignant, des fois je faisais du copier-coller, je modifiais quelques noms de variables, puis là j'ai introduit un clone. Mais 15 jours après, moi je me rappelle plus que c'est un clone, et s'il y avait un bug, peut-être que je vais corriger que d'un côté et puis pas de l'autre. Donc ce genre de choses, alors on verra un peu plus loin, ça va rajouter de la complexité. Et en fait, donc plus le temps passe, plus on rajoute de features, et plus finalement, au lieu d'avoir une complexité qui va suivre ce qu'on voit avec les features, on va avoir quelque chose qui va monter vers au-delà et l'infini, comme certains diraient. Et en fait, derrière, ça va aussi vous provoquer des problèmes d'intégration, des problèmes de validation. Ça va être plus compliqué à valider, plus compliqué à intégrer. Au niveau de la maintenance aussi, parce que mais imaginez, j'ai trouvé un problème à corriger. Mais si mon système il est complexe,
l'étude d'impact finalement de la modification va prendre plus de temps. Peut-être que je vais me dire, bon alors si je modifie ça à tel endroit, pourquoi est-ce qu'à l'autre bout de mon logiciel j'ai quelque chose qui ne se comporte pas correctement? Parce que justement j'ai de la complexité, j'ai perdu finalement la maîtrise, la connaissance de mon système, de mon soft. C'est un peu ça l'idée. D'accord ? Ce qu'on voit aussi, c'est que plus on va rajouter de complexité, enfin de features, donc plus on va avoir, on va fournir de choses à notre client final, plus si on fait du test manuel, ça va prendre du temps. En plus, ces tests manuels, si c'est des tests répétitifs en tant qu'humain, moi je suis pas un petit robot, donc en tant qu'humain, des fois je me lève de bonne heure, de bonne humeur ou pas. Des fois je suis un peu plus assidu, des fois un peu moins. Donc en fait ça va être error prone comme on dit. Donc je vais peut-être introduire des erreurs. Je vais pas forcément avoir des résultats qui vont être cohérents dans le temps en répétant tout le temps la même action. C'est chronophage parce que forcément quand imaginez vous devez tester une interface graphique et vous devez appuyer sur les petits boutons, vérifier que c'est la bonne couleur, la bonne forme ou le bon message, ça prend un peu de temps. Puis après il faut rentrer les rapports à la main, etc. Donc voilà. Bien sûr comme ça prend du temps, ça va tirer sur les coûts. Et puis après voilà, plus on va avoir d'évolutivité dans notre produit et plus peut-être on va être impacté par justement ces tests manuels qui vont même devenir un goulot d'étranglement potentiellement et ralentir tout le cycle de développement, même le temps de release, etc. Donc ça peut être un vrai problème. Vous allez me dire, au lieu de mettre un testeur, on en met 2, 3, 10, 100, pourquoi pas? Mais ça coûte plus cher. Même si on l'externalise, même si on va dans différentes destinations. Au bout d'un moment, ça coûte plus cher. Et puis des fois on perd un peu la maîtrise de ce qui se passe aussi. Bon, ça c'est une autre histoire. De la même façon, vu que tout est plus complexe, c'est moins facile de comprendre ce qu'on fait finalement, même lorsque je veux rajouter un point virgule ou je ne sais quoi, le taux d'erreur va aussi augmenter de façon drastique. Comme pour rappel, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 80% quand même des problématiques sont injectées quand je suis en train d'implémenter, donc en tout début de phase de développement. Et puis de la même façon pour une fonctionnalité que j'aurais développée en tout début de projet, je vais peut-être mettre, je dis n'importe quoi, je mets une semaine, tout compris, même avec le test et tout. Mais sauf que si cette fonctionnalité je la développe au bout de 2 ans, 3 ans, sur un système qui est déjà beaucoup plus complexe, il va falloir encore une fois que je fasse l'étude d'impact ou d'interdépendance, où est-ce que je vais insérer ma fonctionnalité, qu'est-ce que je vais être obligé de modifier à cause de cette nouvelle fonctionnalité. Et derrière, vous voyez que le temps que vous allez passer pour réellement implémenter, tester et valider cette fonctionnalité va prendre d'autant plus de temps. Donc cet ensemble en fait de courbes qu'on a vu là qui partent un peu vers l'infini, on va parler alors d'aide technique ou alors d'érosion logicielle, un terme similaire, et ça peut être introduit par différentes choses. Alors si on prend vraiment le code en tant que tel, comme je prenais l'exemple, moi des fois j'étais un peu feignant, je fais du copier-coller, j'ai un clone. Si j'ai un bug un mois après dans un des clones, j'ai oublié qu'il y a des clones, je vais le corriger une fois, je vais renvoyer chez mon client, et puis 15 jours après j'aurai de nouveau un bug, je vais dire oh mince, c'était la même chose à corriger à un autre endroit. Mais j'ai perdu en fait la notion de ce qu'il y a dans mon soft. Je vais avoir la même chose aussi si j'ai du code mort. Je vais peut-être implémenter des tests qui ne servent à rien, puisque mon code il est jamais mort. Enfin, il n'est jamais utilisé, sauf par mes tests. C'est un exemple. Ensuite, lorsque je fais une jolie architecture sur le papier, et puis que derrière mon code il a vécu au début, il était exactement comme mon architecture, sauf que plus ça va, plus c'est érodé, l'architecture s'est érodée, et finalement, si je regarde l'architecture et je regarde ce qui se passe dans le code, c'est plus la même chose. Donc ça rajoute des problèmes d'incompréhension, même du stress pour le développeur, pour l'architecte, et pour toute l'équipe au final, quand vous ne respectez pas les temps et les coûts. La même chose quand vous avez des guidelines bien définis pour votre code. Si vous ne les suivez pas, ça ne sert pas à grand chose. Pour la petite histoire, moi je venais de l'automobile, j'ai été chez des gens qui font de la publicité, enfin du mobilier urbain pour de la publicité, et on m'a dit regardez, les règles de codage elles sont ici. Bon ok, alors moi je prends le code, j'ouvre les règles de codage, ça n'avait rien à voir à part que c'était du C. Bon. Et puis j'ouvre une autre partie de code, les mêmes règles de codage, ça n'avait rien à voir, c'était encore autre chose. D'ailleurs j'ai un peu saigné au bout d'un moment sur ce projet, mais ça c'est une autre histoire. Donc ce qu'on voit c'est que là, on a de la complexité. Et d'ailleurs même sur ce projet-là, on me disait surtout ne modifie pas là, ici, complètement à droite, parce que après ça ne marche plus, on ne sait pas pourquoi.
bon, peut-être parce que voilà, les données étaient complètement mal organisées. Ça, c'est une autre histoire. Et puis aussi, lorsqu'on va avoir des cycles dans des fonctions qui s'appellent les unes les autres, par exemple, ou des modules qui s'appellent les uns les autres, c'est pareil, ça peut apporter de la complexité. Et si on n'a rien qui nous permet de le représenter ou voir où casser le cycle, c'est pareil, on va perdre la maîtrise de notre code. D'accord ? On a déjà parlé précédemment, on a du changement, on a besoin d'aller de plus en plus vite, donc potentiellement on va changer nos méthodes de travail. Alors rappelez-vous ceux qui étaient sur la méthodologie en cascade, quand vous arrivez sur du DevOps par exemple ou de l'agilité, c'est révolution. Et donc on a des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler, donc il faut se réapproprier tout cela. Donc forcément quand on fait le changement, ça a un coût, ça en termes de temps, en termes d'argent. D'accord ? Même au niveau de l'infrastructure. Alors, parce que je ne sais pas encore une fois ce que vous faites les uns et les autres, mais si vous êtes sur des produits où il y a besoin d'un peu de sûreté, de sécurité, alors vous allez me dire, c'est peut-être la même chose, ça dépend si vous êtes déjà familiarisé. Alors, juste vite fait, la sûreté, on va dire sûreté de fonctionnement, l'idée en gros, c'est on va essayer de protéger l'environnement et les gens qui sont autour ou dedans d'un mauvais fonctionnement de votre système. Donc en gros, si votre système fonctionne mal, on voudrait limiter les dommages collatéraux. Un petit peu ça l'idée. Et puis, alors je synthétise. Et puis au niveau de la sécurité, c'est plus, moi je ne veux pas que quelqu'un vienne corrompre mon système, s'introduise dans mon système, corrompt les données, et peut-être le fasse mal fonctionner, et derrière, on a des problèmes de safety. D'accord ? Et donc, quand on est contraint, quand on est sur des systèmes safe ou au niveau sécurité, dans certains domaines comme le médical, comme l'automobile, comme même dans l'industriel, dans l'aéronautique, etc., on va être soumis à des certifications, à des normes. Donc ça va aussi impacter notre façon de travailler, nos processus, etc. Et puis tout cela, ça peut occasionner peut-être une mauvaise expérience utilisateur. Parce que quand vous êtes en train de vous arracher les cheveux pour changer une ligne de code, vous voyez le résultat, ça donne un petit peu là ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire quelqu'un qui part peut-être même en burn-out. Je ne sais pas si vous en avez vu autour de vous, ou vous-même, je ne sais pas. Et puis en général, on passe par différentes phases, on s'affaiblit, on stresse, etc. Et puis, le problème, c'est que ça aussi, ça a un coût. Alors, ça a un coût, et puis derrière, ça peut être causé par différentes choses. Alors, des fois, c'est simplement, comme c'est indiqué ici, j'ai une documentation qui n'est pas claire, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dans mon code, donc je comprends rien à ce qui se passe. J'ai des règles de codage qui sont pas claires, donc chacun a codé dans son coin. Et puis finalement, c'est dommage, on travaille en équipe, donc c'est un peu compliqué des fois de comprendre la façon de coder des autres. Et puis derrière, justement, on va aussi avoir des impacts, parce que si on a des gens qui partent en burn-out comme ici, peut-être qu'on va être obligé de recruter quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne qui est partie en burn-out, c'était malheureusement l'expert. Et comment on va faire ? Parce que c'était lui la documentation. Donc voilà, on va avoir par exemple un taux de personnel élevé, et ça coûte cher même tout le process de recrutement, etc. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais voilà. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici aussi, un retour automatisé dès que vous avez une erreur, un problème, ça permet aussi de réagir au plus tôt, donc d'être moins stressé en termes pour votre développeur, mais aussi en termes de coûts, en termes de ressources. Tout va être réduit. D'accord ? Donc là, ce que je viens de dire, ça va directement un impact sur l'évolution d'équipe. Et effectivement, si par exemple j'ai quelqu'un d'expert qui est parti, alors peut-être complètement parti de l'équipe, de l'entreprise, il n'en pouvait plus, ou peut-être qu'il est tombé malade parce que vous l'avez trop stressé, ou alors il est parti en vacances parce qu'il était trop stressé aussi. Mais ça aussi, en fait, ça va impacter finalement votre vie, votre processus de développement, etc. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, je ne vais pas vous lire toutes les citations, parce que vous savez lire aussi. Mais en fait, par exemple, la vie est un processus continu d'ajustement. C'est quelque chose qui peut être appliqué notamment au développement logiciel, quand on fait du DevOps, par exemple. Ou alors, comme disait Eric Tabarly, un peu plus proche de chez nous, la confiance est un élément majeur, sans elle, aucun projet n'aboutit.
Ben oui, il faut peut-être avoir confiance dans ses développeurs, dans son process, dans ses outils, dans son management, ça peut être pas mal aussi. Mais tout ça, ça va aider finalement. Mais si on n'a pas confiance, ça va être plus compliqué. Et donc, si on reprend, bon, vous allez me dire, on l'a déjà vu ce slide, mais si on reprend ce slide-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, c'est peut-être des choses que vous connaissez, mais l'idée c'est comment je pourrais faire pour détecter mes problèmes le plus tôt possible, parce que moi j'ai pas envie de payer 16 000 $ au lieu de 25. Hein, c'est dommage. Et donc pour ce faire, l'idée c'est qu'on va essayer de faire des tests le plus tôt possible, donc notamment en automatisant, en ayant de la continuous integration, mais continuous aussi, CT, continuous testing, puis CD, continuous deployment, comme vous savez. Et donc l'idée c'est continuellement pouvoir faire des tests au plus tôt et donner un retour au plus tôt aux équipes de testeurs, de développeurs et réagir au plus tôt. Et donc pour que ça nous coûte moins cher qu'un rappel de parc chez notre client. D'accord ? Et puis en plus, on va avoir les coûts directs et les coûts indirects, parce que si j'ai un rappel de parc sur un outil qui était critique, où j'ai eu des blessés ou des morts, bah, l'image de marque elle en prend aussi un coup. Donc moi personnellement, je vais peut-être pas racheter une voiture qui a causé 2-3 morts. On va éviter. Surtout si c'est à cause de la voiture, effectivement. Et donc là, on va parler de shift left. Donc l'idée, c'est d'automatiser au maximum, au plus tôt. Et donc, finalement, même dès la phase de développement, réduire cette introduction de bugs. D'accord ? Parce que si vous êtes au plus près de votre développeur, si vous avez un retour au plus près du développeur, même dans son IDE, ce qui va se passer, c'est que derrière le développeur va dire au lieu que j'envoie ça sur le repository, ben, je vais peut-être le corriger déjà, ce sera fait. Voilà. Comme ça, je ne serai pas embêté demain. Donc voilà, donc on va faire des tests de plus en plus souvent, on va réduire justement ces temps d'exécution, ces cycles de tests, et puis derrière, on va peut-être aussi dégager du temps pour pouvoir améliorer notre couverture de test ou l'efficacité de nos tests, parce que la couverture toute seule ne suffit pas, et puis détecter des régressions au plus tôt. D'accord ? Alors si on revient sur l'érosion logicielle, on a vu là en parabolique sur... on part parabolique sur ces différentes courbes. L'idée ici, ça va être de revenir sur quelque chose de flat. Alors, potentiellement, on va peut-être mettre en place des actions plus tard dans notre projet, mais à partir du moment où on va mettre en place ces actions, l'idée, c'est de réduire en fait cette croissance incontrôlable de toutes ces complexités, ces temps de tests, etc. D'accord ? Donc, si on revient sur la transition vers l'agilité, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça a un impact, il faut se rapproprier les outils, il y a des temps d'intégration, etc. Les méthodes de travail vont complètement changer, il faut se les réapproprier, réorganiser les équipes, l'infrastructure va changer. Bon. Et donc, pour la transition vers l'agilité, de plus en plus, ce qu'on va mettre en place, ça va être DevOps. Alors le slide d'après, il y a un petit souci, mais c'est les problèmes de typo, mais je pense que vous connaissez déjà ce schéma avec cette boucle infinie qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bon, on va pas s'attarder plus là-dessus. Donc une petite liste de bonnes pratiques, mais ce ne sont pas les seules bonnes pratiques, hein, c'est juste quelques bonnes pratiques. Vous avez donc le shift left, la traçabilité, notamment lorsque vous êtes sur des projets safe ou secure, où on va essayer de tracer des exigences, l'implémentation jusqu'au test, etc., pour savoir ce qui se passe vraiment. On va faire du test continu, on va essayer d'avoir des outils qui nous évitent d'avoir des faux positifs, c'est-à-dire « Oh, vous avez un problème ». En fait, non. Parce que moi, j'aime pas justifier quelque chose qui est bonne, en fait. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir des choses de plus en plus robustes, maintenables. Et on va essayer d'appliquer des bonnes pratiques de codage. C'est mieux, eh oui. Même si c'est peut-être moins marrant, moins fun tous les jours, c'est mieux au final d'avoir de bonnes pratiques de codage. Après, adapter à votre domaine. Vous n'allez peut-être pas faire checker, pour ceux qui connaissent, toutes les règles MISRA, alors que vous faites juste un petit code qui va afficher une petite LED, je ne sais pas, sur une table qui ne sert à rien, j'en sais rien. Voilà. Bon, voilà un peu l'idée. Et puis, et ça c'est important quand on a un système qui commence à être un peu complexe en termes de features. Bon, si vous avez juste un capteur à gérer, bon, c'est peut-être too much. Mais dès que vous avez un logiciel avec un peu de complexité, essayez de garantir en fait une cohérence entre votre code et votre architecture, ce qui n'est pas forcément évident, est très importante.
Parce que ça va vous permettre, encore une fois, de réduire toutes ces complexités, etc., qu'on a vues précédemment. Alors, je vais essayer peut-être d'accélérer un petit peu. Alors, c'est vrai que le titre c'était Better, Stronger, Faster. Donc, pour être better, par exemple, ce qu'on peut proposer, c'est de l'analyse de code statique, c'est-à-dire dès que vous implémentez votre code, vous allez déjà analyser votre code au regard de bonnes pratiques, de règles qui sont déjà reconnues. Alors, pas forcément pour vous prémunir directement de bugs, mais déjà pour comprendre plus facilement ce qui se passe dans votre code, et du fait que vous allez mieux comprendre ce qui se passe, vous allez moins introduire de problèmes. Donc ça peut être un impact direct, on a trouvé un bug, un problème, mais ça peut être aussi, on a trouvé quelque chose qui complexifie votre système qui est déjà assez complexe. En gros, c'est un peu l'idée. Donc l'idée, c'est d'avoir du code maintenable, propre, le plus fiable possible, en fait. Voilà, avec une qualité logicielle accrue. Donc ça, c'est des points qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur un autre slide. On va pouvoir checker les clones, vérifier les métriques. Est-ce que j'ai des fonctions qui font 10 000 lignes de code ou 100 lignes de code? Ça va pas être la même chose à comprendre. Moi, mon cerveau à 100, 150, il marche bien. À 1000, 1500 lignes de code, j'ai du mal. Avoir des règles de codage ou au moins un style de codage cohérent dans l'équipe. Traquer le code mort, parce que notamment on va peut-être pas vouloir tester du code qui est jamais utilisé par exemple, et puis même du code qui est pas là, qu'on va réactiver par mégarde. Peut-être qu'on va avoir un code qui marchait il y a 5 ans et là il ne marche plus 5 ans après parce que le logiciel a changé. On va pouvoir détecter les cycles, donc ça c'est des exemples qu'on peut retrouver avec un outil d'analyse de code statique. Ce qu'on va vouloir aussi faire, c'est traquer un peu nos campagnes de test. Est-ce que nos campagnes de test sont efficaces en termes de couverture? Est-ce qu'on teste notre code finalement? Alors après, c'est pas parce que je teste mon code que tout est bon, parce qu'il faut encore avoir des tests efficaces. Il faut avoir les deux en fait, c'est pas juste la couverture. Mais voilà, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de faire ces couvertures de tests, et puis généralement aussi d'autres fonctionnalités comme faire du profiling de fonctions, pour voir où est-ce que vous pouvez optimiser, ou alors générer des données pour pouvoir vous aider à tester les cas un petit peu limites, etc. Ensuite, ce qu'on va pouvoir, donc ça c'est un petit exemple, juste une petite animation pour voir ce qui peut se faire. Voilà, vous testez et au fur et à mesure, on va pouvoir checker est-ce que vous avez testé votre code ou pas, partiellement ou pas. Et après, il y a différents niveaux de couverture. Est-ce que je teste une ligne, mais vous écrivez tout sur une ligne, donc comme ça vous la testez tout le temps. Ou alors, est-ce que vous testez les conditions, etc. Mais bon, passons là. Encore une fois, c'est une vue au niveau juste pour voir ce qui se passe. Stronger, l'idée ici c'est d'être plus robuste en fait. D'accord ? Donc, pour être plus robuste, par exemple, la vérification d'architecture, vérifier que notre architecture et notre code sont cohérents, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir de la robustesse et notamment justement de savoir vraiment ce qui va se passer dans votre code et de ne pas introduire de problématiques. Alors vous allez me dire, mais on le voit où? En fait, ici, vous avez votre vérification d'architecture qui... Alors, j'ai un petit exemple, mais je ne vais pas forcément le détailler. Mais l'idée, c'est que vous avez une architecture sur le papier dans Enterprise Architect ou je ne sais quel outil. Vous allez avoir une architecture qui est liée à votre code, la façon dont vous avez implémenté vos appels de fonctions, les types que vous utilisez, etc. Donc vous avez ces dépendances ici. Et vous voyez ici, entre A et B, on a une dépendance qui va dans ce sens-là. Entre B et C, pareil, de gauche vers la droite. Et dans le code, on voit que entre la partie du milieu et la partie de droite, on a bien une dépendance de gauche à droite. Par contre, la partie complètement à gauche, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on a une dépendance qui est inverse par rapport à ce que l'on a en haut du schéma. Vous voyez, ici, on va de A vers B, et ici, on va de ce petit carré-là vers celui-ci. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir checker ça? Ce qu'il va falloir faire, c'est un mapping entre votre architecture et votre code, pour savoir un peu... qu'est-ce qui correspond à quoi finalement. Et puis derrière, vous allez pouvoir, dans ce cas-là, se dire « Ah, j'ai pas la bonne dépendance, j'ai pas de dépendance ici dans ce sens-là. » Alors vous allez avoir une absence, mais vous allez avoir aussi, par exemple, une violation, parce que vous avez une dépendance dans l'autre sens. Alors que ici, tout se passe bien. Et vous pouvez avoir des outils qui vous permettent finalement, comme une feuille transparente, de checker en permanence ce qui se passe entre votre archi et votre code. Donc ça c'est une petite animation, mais je vais passer parce que on a un peu moins de temps. Ici c'est au niveau de la safety justement, maîtriser l'architecture, ça va avoir un impact parce que pour ceux qui travaillent sur des projets safe, vous allez avoir des partitions avec différents niveaux de criticité. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une partition par exemple qui a été développée juste en quality management, donc avec le niveau critique le plus bas,
aille corrompre par exemple des variables globales de la partie la plus critique. Et là, peut-être qu'on va avoir un mort à la fin. Là, je résume, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, en maintenant une architecture, en sachant ce qui se passe dans le code, vous allez aussi vous prémunir de ce qu'on appelle les interférences. Vous êtes freedom from interference entre les différents niveaux de criticité. Pour vous aider aussi, donc vous allez utiliser des outils, mais par rapport aux certifications, il va falloir qualifier ou certifier ces outils. D'accord ? Donc l'idée, c'est en gros montrer que votre outil ne vienne pas finalement introduire d'erreurs ou corrompre votre système. Ou alors s'il le fait, ben, montrer que vous avez mis en place tous les processus, toutes les documentations, enfin tout ce qu'il y a à mettre en place pour prouver qu'effectivement il n'a pas introduit d'erreur. D'accord ? Donc on va qualifier les outils. En fonction de la qualification, il y aura besoin de plus ou moins on va dire de process à mettre en place ou d'actions à mettre en place. D'accord ? Et puis la certification, c'est plus, par exemple, votre système, votre logiciel, vous allez le certifier, et donc vous allez certifier la façon dont vous l'avez développé, la qualité de développement, et le fait que vous avez utilisé des outils qui ont été qualifiés aussi. D'accord ? Donc ça, j'ai juste une petite liste de normes en fonction des différents domaines. Si vous êtes dans le domaine, vous connaissez la norme, sinon, oubliez, c'est pas grave. Faster. Alors, Faster, bah, par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est cette citation « Soyez rapide sans vous presser ». Là, j'essaie de me presser, c'est pas bien, parce que je vois le temps qui passe. Mais soyez rapide sans vous presser, c'est-à-dire mettez en place des outils, des choses qui vous facilitent la vie pour pouvoir faire les choses vite, mais bien, finalement. Et donc, par exemple, si vous avez besoin de tester, alors ça c'est pour répondre aux tests manuels, mais j'ai pris l'exemple de tests d'interface graphique. Au lieu d'appuyer sur les petits boutons, puis regarder si c'est rouge, si c'est bleu, et avoir les yeux qui saignent à la fin de la journée, je peux peut-être avoir un outil qui le fait pour moi. Et qui le fait par exemple dans un CI/CD. Comme ça c'est automatisé. Et l'outil va lui-même appuyer sur le bouton. Il va lui-même vérifier que j'ai le bon texte, la bonne feature qui s'est affichée, etc. Et puis ces outils peuvent aussi mettre en place des choses pour vous faciliter, même pour créer les tests par exemple. Ce qui est indiqué ici. Utiliser par exemple de l'IA en tant qu'assistant. C'est-à-dire pour vous aider. C'est bien. Mais ne perdez pas le contrôle. Donc ça c'est juste un petit exemple pour illustrer vite fait mes propos, où vous voyez la petite animation avec voilà, le logiciel qui clique directement, qui va faire les différentes actions, passer les tests, vérifier est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et potentiellement donner un feedback dans un, on le verra dans le slide d'après, dans un dashboard où vous avez tout pour avoir une vue globale. Ici, ce que j'ai essayé d'identifier, c'est ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un feedback le plus tôt possible. Donc l'idéal, c'est si on peut même avoir un feedback au moment où on est en train de développer en tant que développeur. Après, ça peut être plus tard, mais ça permet déjà même de ne pas introduire finalement l'erreur. Donc vous pouvez avoir des outils qui s'intègrent directement dans votre IDE et qui permettent finalement de réagir avant même de corrompre le projet et que vos collègues vous regardent bizarrement parce que vous avez vraiment mal écrit votre code, par exemple. Et ce que je disais, donc, je l'ai dit un peu à l'envers, vous allez avoir besoin aussi d'agréger toutes ces données et potentiellement de voir un peu dans quelle direction vous allez, d'avoir des vues génériques, globales et d'avoir des dashboards en fait qui vous permettent de savoir vers où vous naviguez. D'accord ? Pour automatiser, c'est bien d'avoir par exemple du test continu. Donc par exemple avec un analyseur de code statique, ce qu'on va avoir, on va avoir le version control où on va déposer notre code qui va être utilisé par des jobs d'intégration continue qui vont se lancer au fur et à mesure. Donc on a les différents agents qui vont se lancer et par exemple qui vont fournir les résultats par projet dans une database, par exemple. D'accord ? Donc ensuite, moi j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe en tant que développeur, en tant que manager, en tant qu'architecte, en tant que ce que vous voulez. Donc on va mettre en place aussi des dashboards qui vont pouvoir récupérer les données qui ont été trouvées pendant les tests, qui vont pouvoir récupérer le code et qui vont pouvoir montrer directement dans la même interface, attention à cette ligne là, vous avez potentiellement ou vous avez effectivement tel problème. D'accord ? Et puis bien sûr, vous pouvez avoir ça au niveau d'interface web, vous pouvez avoir des systèmes qui envoient des mails par exemple automatiquement à votre développeur ou à votre manager si vous tapez sur les doigts du développeur, ou comme je disais juste avant, directement avoir cela dans l'IDE. D'accord ? Et puis là, on va avoir à peu près... excusez-moi. On va aussi avoir la possibilité de créer du reporting. Ça peut être du reporting pour le manager, pour
pour aussi les organismes de certification, pour prouver que vous avez bien fait les choses, pour prouver qu'il y a bien, qu'il n'y a pas telle et telle erreur, par exemple. D'accord ? Donc vous allez pouvoir aussi générer du reporting et vous avez à peu près la même histoire si on reprend les tests d'interface graphique où on va pouvoir exécuter de façon continue ces tests d'interface graphique, récupérer les datas, avoir un dashboard pour agréger toutes les données, consulter, voir ce qui se passe et pouvoir réagir au plus tôt. C'est-à-dire ça s'est passé la nuit, le lendemain matin je sais déjà ce que j'ai à faire. C'est un petit peu l'idée. Donc on va pouvoir faire aussi du reporting. Et la même façon pour le code coverage. C'est juste pour illustrer les 3 cas d'usage que j'ai expliqués précédemment. Mais finalement derrière c'est la même histoire. Donc voilà. Alors, j'arrive à la fin. Est-ce que vous avez des questions ? Avant tout, merci pour votre attention. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus par rapport à ces problématiques-là. Alors là, je vous ai mis un lien vers le site de mon entreprise Qt, où on propose notamment certains de ces outils. Si vous avez des questions ou pas, vous n'êtes pas endormi au moins. Bon, c'est déjà ça. Bon, merci de votre attention. Et puis, passez un excellent salon et au plaisir.